Ces immeubles en pierre de taille, ces larges avenues boisées, ces toits de zinc et ces façades haussmanniennes, Paris se reconnaît à travers le monde entier par son élégante architecture. Mais la capitale ne serait pas la même si, à la fin du XIXe siècle, des architectes, et en particulier un homme, Hector Guimard, n'avaient pas fait émerger un style inédit, l'Art nouveau. C'est un Paris plus libre, plus fantaisiste, aux formes courbes et ondulantes, inspiré de la nature, que l'on découvre alors dans les devantures d'immeubles, la décoration intérieure et les mythiques embouchures du métro. On s'aperçoit que des œuvres architecturales vont placer à nouveau Paris sous le feu des projecteurs, et les entrées de métro sont devenues une sorte d'icône de la ville de Paris, au même titre que la Tour Eiffel ou le Sacré-Cœur. Si notre parcours démarre dans un quartier situé entre la Seine et le Bois de Boulogne, le 16e arrondissement, c'est qu'à l'époque, il y a de la place pour construire. Au 19e siècle, le 16e arrondissement, c'est la campagne. Il y avait le village de Passy et d'Auteuil. Auteuil n'avait que 4 rues à l'époque. Avec le baron Haussmann, les règles étaient très strictes. Tout devait être droit dans la construction. À partir de 1875, les architectes, on a un petit peu marre de cette architecture qui file tout droit. Des architectes réclament alors plus de liberté au nom de la dimension artistique. Ils obtiendront gain de cause lors du décret du 13 août 1902. L'Art nouveau, qui s'appuie sur l'esthétique des lignes courbes, prend alors son essor. À Paris, Hector Guimard est l'architecte fer de lance de ce style. Il va bousculer les codes parisiens, se soustraire à la ligne droite pour offrir un sentiment de douceur et de légèreté à l'architecture. Pour le découvrir, il faut dans ce quartier se rendre au 14 rue Jean de La Fontaine, devant l'une de ses plus belles œuvres. Le Castel Béranger, construit entre 1894 et 1898. Le Castel Béranger se distingue vraiment de l'immeuble haussmannien. Vous avez de la saillie, vous avez des beaux windows, vous avez des arrondis. On mélange les matériaux anciens, la pierre de taille à la brique. On met de la céramique, on met des sculptures un peu partout. Sur les balcons, vous voyez des masques. Donc Guimard s'est vraiment amusé. Il avait vraiment fait quelque chose de très fantaisie à l'époque. Il fallait s'imaginer que le 16e devient vraiment bourgeois. Il y avait des fabriques, des manufactures, des maisons, des commerçants. Donc c'est vrai que c'est une construction qui va surprendre. Le jeune architecte d'à peine 32 ans obtiendra même avec ce bâtiment le premier prix du concours de la plus belle façade de la ville de Paris en 1898. C'est ce qui va lancer la carrière d'Hector Guimard. C'est vraiment le manifeste de l'Art nouveau. C'est le bâtiment de référence. Hector Guimard trouve dans ce quartier du 16e arrondissement un terrain de jeu propice à son art. À quelques rues, sur l'avenue Mozart, au numéro 122, il donnera son nom à la création d'un hôtel particulier, l'hôtel Guimard. En 1909, il épouse une peintre américaine. Il lui offre cet immeuble. Au rez-de-chaussée, vous aviez son agence et les étages, c'était pour la famille Guimard. Sa construction évolue. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste, mais c'est quand même un bâtiment assez élégant. Vous retrouvez les ferronneries sur les balcons, les arrondis, les végétaux au-dessus des portes et bien sûr Guimard au-dessus de la porte, son monogramme où il signe toujours. Un peu plus loin, à l'angle de la rue Hagard, entre les 17 et 21 rue Jean de La Fontaine, une autre création de l'architecte. Un ensemble composé de 7 immeubles de 6 étages. Plus sobre et monochrome, il ne manque cependant pas de charme, avec ses nombreux détails ornementaux. Si le quartier est empreint des façades aux volutes ondoyantes de Guimard, partout dans Paris, ses candélabres, sa signalétique et ses barrières en ferronnerie accompagnent également les voyageurs depuis plus d'un siècle. Car l'architecte est également le créateur des silhouettes courbes des bouches de métro parisiennes. Notre parcours nous mène au bout de l'avenue Foch.
Le grand chantier du métro se décide en 1895. L'objectif est de concevoir un moyen de transport performant pour desservir l'exposition universelle de Paris en 1900. Nous sommes à Porte-Dauphine, à l'extrémité de la ligne 2, sur le premier chantier du métro conduit par Guimard, qui comprend la ligne 1 et 2 petits tronçons, dont un qui aboutit ici à Porte-Dauphine. Le métro va apporter à Paris déjà une mobilité extraordinaire aux citoyens qui auparavant avaient beaucoup de mal à se déplacer. Il y avait des compagnies de fiacres, des compagnies de tramway, mais il n'y avait rien qui fonctionnait de manière optimale. Pour le métro, différents types d'ouvrages vont être mis en construction. Le premier, que l'on appelle un édicule, est une entrée avec un escalier entouré de parois fermées et une toiture de verre qui protège les usagers de la pluie. Les piliers qui soutiennent l'auvent, la marquise, qui sont devant nous, ont une forme arborescente, comme s'ils traduisaient le tronc et les branches d'un arbre. Donc il y a là cette idée de retrouver le naturel de la forêt, le naturel de la nature, qui fait défaut dans les grandes villes. Pour découvrir une autre création de l'architecte, il faut aller dans les profondeurs de Paris et sortir à la station Chardon-Lagache, à quelques arrêts dans le 16e arrondissement. Ici, Hector Guimard a créé pour le métro en 1913 une balustrade qui entoure sur 3 côtés la descente d'un escalier et le voyageur y accède en passant au-dessous d'un portique. Il faut qu'on puisse signaler aux passants de loin la bouche de métro. On peut voir tout un tas d'interprétations, en particulier sur ce portique. Et moi, j'y vois, par exemple, des têtes de montres religieuses qui guettent le passant qui va s'engouffrer et se faire dévorer dans les entrailles de la terre. De 1900 à 1922, 166 entrées ont été créées sur le modèle d'Hector Guimard. Actuellement, il n'en reste plus que 87, mais elles sont toutes aujourd'hui classées au titre des monuments historiques. S'il se distingue aux embouchures des métros, l'Art nouveau s'immisce également peu à peu dans les intérieurs, comme on le découvre au 60 rue Jean de La Fontaine, avec l'hôtel Mezzara. Un hôtel particulier construit en 1910 par Guimard pour Paul Mezzara, un industriel du textile et créateur de dentelles. Ici, c'est une œuvre d'art totale qui s'offre au regard des visiteurs. Là, on est dans l'espace de réception, le grand hall, dans lequel Paul Mezzara avait certainement installé ses vitrines de présentation de ses broderies et de ses dentelles. Au cœur du grand hall, l'escalier monumental qui dessert la partie résidentielle du premier étage témoigne du talent d'artiste d'Hector Guimard. Comme annoncé dans la rue par la clôture, finalement, on retrouve l'emploi du fer et de la fonte dans les espaces intérieurs. Sur cet exemple de l'escalier, on peut voir toute la réflexion qu'il a sur le travail du métal. Donc l'emploi finalement d'éléments de l'industrie, l'emploi de fer forgé et l'emploi de fonte artistique. Alors, la fonte, c'est une pièce qui est moulée, qui est dupliquée. Il va créer un très grand nombre de modèles, des pièces qui seront éditées dans un catalogue, à l'usage de qui le souhaite, mais en tout cas aussi pour son propre usage. C'est un architecte qui, finalement, est certainement un précurseur du design. Dans la salle à manger apparaît également un ensemble d'objets et de mobilier entièrement imaginés et dessinés par Guimard pour s'intégrer parfaitement dans la pièce. Tables et chaises ont été conçues dans ses ateliers avec ses propres artisans d'art afin de reproduire son trait d'architecte. Il a une vision totale de l'architecture. Pour lui, le projet, c'est un ensemble qui va à la fois du bâtiment, du bâti, des grosses œuvres, et puis qui après s'inscrit naturellement vers tous les éléments du décor et les éléments du quotidien aussi. On a le bon exemple de la chaise avec des très légères courbes qui donnent toute la tension à cette chaise, quelques petits éléments décorés qui se détachent et qui sont soulignés.
Si l'hôtel Mezzara n'est plus habité aujourd'hui, à 2 pas de là, au numéro 14 de la même rue, retour au Castel Béranger, encore bien vivant et peuplé. Eva habite le premier étage de ce bel immeuble depuis 1 an. Passionnée de l'architecte et de cette époque Art Nouveau, c'est au hasard d'une promenade dans le quartier qu'elle découvre l'édifice et décide de s'y installer. Nous sommes ici dans le hall d'entrée de l'immeuble. C'est une atmosphère totalement insolite, qui ressemble à rien de connu et qui m'a donné envie d'y vivre. En très mauvais état lorsqu'elle achète l'appartement, Eva Marie prendra grand soin à le faire restaurer dans les règles de l'art. On entre ici dans la pièce principale, le salon, qui donne sur la rue Jean de La Fontaine, avec cette fenêtre tout à fait exceptionnelle où Guimard a mis le rideau dans la fenêtre. Quand vous regardez le mouvement qui est pris par le vitrail, on voit bien le rideau qui est comme retenu là et là, et comme accroché sur le haut de la fenêtre. Un travail de décorateur qui se retrouve jusque dans les moindres détails. Alors, quand vous touchez, en fait, ça a la forme de la main. Je suppose que quand il a fait les moulages, il a travaillé la pâte. Les volumes de l'appartement ont également été pensés par l'architecte pour le rendre des plus accueillants. Le couloir est très particulier. Guimard tenait à ce que les éléments de construction restent visibles. Donc il a laissé les poutres en acier telles quelles, mais en les assortissant partout de ces fameux corbelets. Ce sont ces figures de plâtre qui sont de purs éléments de décoration. Guimard disait « J'aime l'architecture parce qu'elle comprend dans son essence, dans sa formule, dans sa fonction et dans toutes ses manifestations, tous les autres arts, sans exception. » Si l'Art Nouveau s'éteint peu à peu en 1914 avec la Première Guerre mondiale, une quarantaine d'œuvres d'Hector Guimard sont encore visibles à Paris et continuent de faire souffler sur la capitale un petit vent de fantaisie. Le Paris pittoresque, ce n'est pas celui de la Tour Eiffel, ni des quais de Seine, mais celui des squares romantiques, des jardins propices à la promenade et des avenues boisées protégeant les cafés. Si Paris est la capitale la plus plantée d'Europe, la verdure y a pourtant été civilisée, inventée même pour le bien-être des Parisiens. Une mise en scène de la nature exigée par un empereur, Napoléon III. Mais l'invention de ce paysage, on la doit à un homme qui s'imposera comme le roi de Paris. Un roi dont le nom a depuis été oublié, Adolphe Alphand. Il est passé comme un inconnu dans l'histoire et pourtant c'est à lui qu'on doit toute cette trame urbaine, tout ce Paris dans lequel on vit encore aujourd'hui et surtout les grands espaces verts de la capitale. En 1852, suite à un coup d'État, Napoléon III décrète le début du Second Empire. Paris est alors une ville à l'agonie. Surpeuplée, elle étouffe dans ses murailles. Le choléra se propage dans ses ruelles insalubres. L'empereur va imposer une refondation totale de la ville et ordonner de faire entrer la nature dans une ville qui n'en comporte pas. Son premier chantier sera le bois de Boulogne. À la frontière ouest de Paris, désormais enchâssé entre le 16e arrondissement, Neuilly et Boulogne, il est plus grand que Hyde Park, son grand rival de l'époque. Ce n'est pas un hasard. En exil en Angleterre pendant 10 ans, Napoléon est imprégné des idées progressistes anglaises et de leur conception de la promenade. À Paris, il veut faire pareil,
en mieux. Nous sommes ici, au bois de Boulogne, en bordure du lac inférieur, qui est une des pièces maîtresses de l'aménagement du bois de Boulogne qui a été fait par Napoléon III. Ce parc est une ancienne chasse royale depuis le Moyen-Âge que Napoléon III va offrir à la mairie de Paris, à charge pour elle de l'aménager, de l'ouvrir au public. C'est le projet, je dirais presque personnel, de Napoléon III. L'empereur est notamment fasciné par la Serpentine, cet étang qui orne Hyde Park à Londres. Ce parc qui donne le ton dans toute l'Europe. Alors que le terrain ne s'y prête pas, on crée un tracé artificiel. L'eau est très très importante dans le bois de Boulogne. C'est la colonne vertébrale du projet, hein, parce que les pavillons, les chalets vont s'organiser autour, les lieux de réception vont s'organiser autour des lacs. C'est le centre du projet. Pour réaliser le rêve de l'empereur de faire couler l'eau de la Seine au milieu de la forêt, Alphand va niveler le bois, creuser des canaux, créer des cascades qui nourrissent des lacs artificiels. Des éléments techniques maquillés par une nature faussement naturelle. Pour agrémenter le tout, il trace des sentiers sinueux, plante 200 000 arbres et acclimate même des animaux. Il offre ainsi aux promeneurs un voyage extraordinaire. Nous voici dans une de ces grottes dont Alphand parsème ses parcs. Ce sont des grottes en ciment, artificielles. Elles ont un rôle technique. Elles jouent aussi beaucoup sur le registre émotionnel. Le bruit, l'obscurité, la lumière, on sort comme ça. Elles permettent de vivre des expériences multiples. Au bord de l'eau, mais aussi sur l'eau. Des embarcadères permettent de partir vers les îles, elles aussi toutes artificielles. À la force des bras, on peut atteindre un chalet, transporté là depuis la Suisse. Un chalet dans lequel l'impératrice reçoit lors de réceptions fastueuses. Fort de son expérience anglaise, il veut un endroit où l'aristocratie puisse s'afficher, puisse démontrer son pouvoir, puisse se recevoir. C'est un espace de loisirs, mais c'est aussi un espace de représentation pour la cour, pour la nouvelle société qui se met en place avec le Second Empire. Donc c'est vraiment un endroit où on va se montrer. Pour faire venir cette aristocratie dans le bois de Boulogne, Napoléon commande à Alphand l'avenue de l'Impératrice, devenue depuis l'avenue Foch. Elle est la plus large avenue de Paris et représente, avec ses plantations généreuses, un avant-goût des travaux qui s'amorcent dans la capitale. Le préfet Haussmann pilote les grands chantiers qui doivent assainir la capitale. Mais c'est Alphand qui va lui apporter sa nouvelle identité. La tour Saint-Jacques domine le quartier de Châtelet. Elle est épargnée volontairement comme un témoin du Paris médiéval qui s'apprête à disparaître. Du haut de cet ancien clocher d'église, on comprend le chamboulement que va vivre Paris au milieu du XIXe siècle. Ces grands travaux commencent avant tout par les grandes percées, c'est-à-dire qu'on abat des quartiers entiers pour tracer des grandes voies qui seront des avenues, des boulevards, des rues. Et on en a un exemple ici en bas, le boulevard Sébastopol. Ces grandes avenues étant destinées avant tout à relier les points stratégiques de la capitale. Napoléon III voulait une ville verte, donc sur les côtés de ces avenues, on plante à foison. Il y a des arbres partout le long de ces avenues et ces voies de circulation structurent l'espace parisien
l'urbanisme parisien, tant et si bien qu'aujourd'hui, il constitue donc une véritable trame verte. Tous ces grands travaux laissent des espaces libres dont Alphand va se servir pour créer des squares, c'est-à-dire des espaces verts beaucoup plus petits, dont le premier que nous avons en bas, le square de la Tour Saint-Jacques. Le premier d'une série de 24 squares répartis dans Paris à égale distance les uns des autres, afin que chaque Parisien puisse trouver à proximité un contrepoint à l'agitation urbaine. À l'intérieur des jardins, comme celui de la Tour Saint-Jacques, on retrouve la signature d'Alphand. On peut dire que c'est vraiment un square alphandien dans toute sa splendeur. On y trouve des allées sinueuses, on y trouve un mobilier urbain qui a été spécialement créé pour ces petits espaces verts. On y trouve des pelouses qui à l'époque étaient interdites. On y trouve des candélabres, tout l'arsenal qui fait aujourd'hui les squares parisiens. Grâce aux nouvelles techniques industrielles, Alphand va imaginer une gamme de mobilier. La fonte envahit l'espace public. Paris se pare de kiosques, de fontaines, de bancs et de grilles d'arbres harmonisées et réplicables qui ont bâti l'image d'Épinal de la capitale. Ces motifs de décor qu'on retrouve sur le mobilier urbain étaient très fortement inspirés par la nature. C'est-à-dire qu'on retrouve du feuillage, on retrouve des branches, on retrouve, voilà. La nature dans la ville était déjà à l'époque, c'est pas une invention d'aujourd'hui, était déjà à l'époque très importante. Et cette réflexion était poussée très très loin, puisque on retrouve cette nature stylisée, bien entendu, mais on la retrouve sur des éléments minéraux. Pour la première fois, on se souciait du végétal et des jardins, non comme une représentation du pouvoir et de la richesse, mais dans l'intention de satisfaire le peuple. Cette notion nouvelle, l'urbanisme à vocation sociale, hygiéniste, est celle qui préside à la création du chef-d'œuvre d'Alphand, le parc des Buttes-Chaumont. Nous sommes à l'est de Paris, dans le quartier de Belleville. En 1860, cette commune est un bidonville qui va, comme l'ensemble de la périphérie, être rattaché à la ville. L'ancien village populaire est alors vidé et rhabillé en partie de façades haussmanniennes. L'exposition universelle prévue à Paris en 1867 va donner à Alphand l'opportunité et les ressources pour offrir à l'Est parisien un parc monumental. Les Buttes-Chaumont, c'est le parc emblématique alphandien, le parc haussmannien par excellence. C'est celui où tout a été écrit, où tout a été inscrit et qui va servir de modèle ensuite, y compris à Paris, mais également dans le monde. C'est une carrière de gypse à ciel ouvert qui servait de décharge publique. Ça offre un territoire très vaste. Le parc fait 25 hectares, ce qui est exceptionnel, et dans lequel, effectivement, Alphand va montrer toutes les prouesses techniques possibles et tout ce qui est contenu dans le Paris haussmannien, le Paris Napoléon III, l'aboutissement au moment de l'exposition universelle de 1867 qui a lieu à Paris. À son ouverture, le 1er avril 1867, le parc apparaît comme une folie aux yeux du public. Une passerelle, construite par Gustave Eiffel, mène à une réplique d'un temple romain, perché en haut d'une falaise qui évoque celle d'Étretat en Normandie. Les sentiers ondulants, où l'on se perd volontiers, cachent des points de vue sur des cascades dignes des plus belles peintures impressionnistes. Les pentes plantées de sapins et traversées de torrents nous emmènent dans les alpages. Les cèdres du Liban ou les sophoras du Japon annoncent la couleur. Ce n'est plus un jardin, c'est une mise en scène du monde. On voit combien le détail est soigné, combien tout est scénographié, tout est dessiné méticuleusement. Les rambardes de faux bois, les marches avec des rondins et des cheminements comme si le rocher avait été taillé par l'eau, la grotte avec les stalactites, les ponts suspendus. Tout est artificiel et tout est intégré complètement dans le paysage. C'est vraiment de la scénographie, c'est de la théâtralité, c'est de la mise en scène très scénographiée. Donc c'était aussi un hommage à la découverte, notamment effectivement de la mer, des falaises. Et ici, pour ceux qui n'avaient pas la chance de pouvoir se rendre si loin,
On pouvait le découvrir dans le parc en s'y promenant tout simplement. Alphand va écrire à Paris une grande page de l'urbanisme. La capitale lui doit la majorité de ses espaces verts. C'est un écologiste urbain avant l'heure. Alphand a terminé sa carrière largement après la chute de l'Empire, puisqu'en 1891, il est mort en 1891, le 26 octobre, et le jour de sa mort, le Figaro titrait que l'on allait enterrer le roi de Paris. C'était donc un homme extrêmement illustre, qui avait eu tous les pouvoirs entre les mains dans les aménagements parisiens, et qui pourtant a disparu complètement des mémoires. Alphand, cet illustre inconnu, à qui l'on doit pourtant le symbole de la France. Avant sa mort, son dernier acte sera d'imposer à Paris la Tour Eiffel, cette verrue, comme l'appelaient les intellectuels de l'époque, qui réclamaient sa démolition.